Tu sais, sur ChatGPT, quand tu demandes de créer un code, pareil, 20% des cas à peu près, il utilise des librairies qui n'existent pas. Il les crée. En plus de donc, faire des campagnes de phishing automatique, il y a aussi tout ce qui est simulation de vraies attaques pour mieux appréhender les potentiels, en fait, ce qui vont vraiment arriver, quoi. Pour réfléchir à comment faire pour que ce gap entre théorie et pratique soit de plus en plus réduit pour les praticiens. Pour qu'en pratique, on puisse vraiment détecter les manipulations d'images, peu importe si on ne connaît pas comment les images ont été faites, en fait. Et donc, en fait, c'est des gens qui se disent, finalement, peut-être que ça serait pas mal de faire une thèse après toutes ces années en CDI, parce que j'ai l'impression que ça va m'apporter quelque chose. On dit souvent que la cybersécurité, la data et l'intelligence artificielle sont des secteurs d'avenir porteurs avec énormément de débouchés. Concrètement, quelles sont les applications de l'intelligence artificielle en cybersécurité? Qu'est-ce qu'on entend même déjà par cybersécurité et pourquoi c'est important et pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus? Pour vous donner une idée, si vous êtes sur Internet normalement, vous avez déjà vu des vidéos, des photos, des personnes publiques, politiques qui ont été transformées en véhiculant des messages qui ne sont pas du tout corrects. On a vu ce qu'on appelle les deepfakes. En gros, il y a des images qui sont générées de plus en plus et qui ressemblent à la réalité. Les vidéos générées deviennent de plus en plus réelles. Et ça pose un problème parce qu'on peut écouter une vidéo, on croit que c'est vrai, alors qu'en réalité, ça a été généré par l'intelligence artificielle. Donc, il faut se prémunir de ces deepfakes-là. Et raison pour laquelle, dans ce podcast, on va parler de cybersécurité et d'IA. Voyons ensemble concrètement comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour se protéger de ce type de menaces. Pour en parler, j'ai invité sur la chaîne Rony Abessidan. Avant de vous laisser avec le podcast, laissez-moi vous présenter qui est Rony Abessidan. En fait, Rony, c'est un chercheur en cybersécurité et IA qui travaille actuellement sur les stratégies d'apprentissage robuste pour la détection de manipulation des images. Donc, c'est clairement le thème de sa recherche. Et au-delà de la recherche, Rony a une vraie passion pour le partage. Il a d'ailleurs un podcast, Thèse, Antithèse et synthèse que je vous recommande si vous vous intéressez au monde de la recherche. Dans ce podcast, qu'est-ce qu'il partage? Il partage en fait des réalités de la vie des doctorants et des doctorantes. Il vous montre les vraies raisons pour lesquelles vous devez ou pas d'ailleurs faire le doctorat. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Spotify, Apple Podcasts, suivre Thèse, Antithèse, synthèse. Et dans ce podcast, Rony vous partage son expérience en cybersécurité et IA et aussi son expérience en tant que chercheur. Je ne vous en dis pas plus et avant de vous laisser, n'oubliez pas, vos likes, vos commentaires ont un impact significatif sur la croissance de ce podcast. Donc n'hésitez pas, mettez-moi 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Mettez-moi des commentaires parce que c'est comme ça en fait que l'algorithme va permettre de promouvoir ce podcast. C'est comme ça que des personnes auront de plus en plus envie de participer à ce podcast et apporter le maximum de valeur à la communauté data francophone. Vous avez réalisé des actions, alors place à mon échange avec Rony sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Bonne écoute à vous. Rony, on parle beaucoup de cybersécurité et d'intelligence artificielle. Pour des personnes qui ne comprennent pas du tout ces domaines-là, est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi la cybersécurité et quelles sont les applications de la cybersécurité, du moins de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité? Donc, comment on parle là? Qu'est-ce qu'on entend par cybersécurité? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Internet, ouais. Donc le grand public, les entreprises aussi. On est donc amené à souvent utiliser différents algorithmes sans trop le savoir. Mmh. Et en fait, du fait qu'on utilise tout un tas d'algorithmes qui agissent sans qu'on sache derrière ce qui se passe, ça peut aussi amener à... des potentielles attaques de personnes malveillantes qui exploitent le fait qu'eux, elles savent quelque chose qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je suis un utilisateur et que, en fait, je ne sais pas que en cliquant sur un site web, potentiellement, je donne des informations sensibles à quelqu'un parce que j'ai accepté tel ou tel cookie qui apparaît sans forcément le lire, en fait, c'est dangereux parce que du coup, il y a des personnes qui peuvent exploiter ça. Vous envoyez un faux mail en se faisant passer pour une entité pour laquelle vous avez confiance, par exemple l'État, et ensuite, ça vous fait cliquer sur un lien, et vous, quand vous pensez que cliquer sur un lien, ce n'est pas dangereux après tout, vous arrivez, vous faites attaquer, et potentiellement, on arrive à extirper des informations sensibles sur vous, on arrive à vous extorquer de l'argent, on arrive à rentrer dans votre ordinateur et faire des choses, vous filmez à votre insu. Donc en fait, la cybersécurité, si tu veux, pour moi, c'est un peu toutes les précautions qu'on met en place pour le grand public et même pour les entreprises plus généralement, pour éviter de se faire attaquer du fait de notre présence sur Internet.
Le fait qu'on soit tellement sollicité, le fait qu'on utilise tous les jours Internet et qu'on utilise plein d'outils connectés qui utilisent nos données et que parfois on ne sait pas trop ce qu'ils font, bah en fait derrière, ça implique aussi de savoir comment se protéger au cas où si quelqu'un nous veut du mal. Et donc la cybersécurité, c'est vraiment la science des outils de sécurité de l'activité en ligne finalement. On peut dire ça comme ça très très simplement. Et donc l'IA, comment ça pourrait aider la cybersécurité? Alors l'IA, il faut le voir, comment on peut le voir? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un peu une science où on essaye de faire apprendre à des algorithmes à résoudre des tâches, mais de façon autonome. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, une machine à café, actuellement, il n'y a pas vraiment qui sont basées sur des intelligences artificielles. Pourquoi? Parce qu'en fait, la machine à café, comment elle fonctionne? On appuie sur un bouton et en fait, derrière, il y a un code qui dit si l'utilisateur a cliqué sur ce bouton et qu'il a réglé ce niveau de sucre et qu'il a fait ça, alors tu délivres comme ça le café. Donc en fait, tout est très très clair. Il y a toujours le même schéma à faire. C'est facile de créer les règles. Et donc du coup, ça marche comme sur des roulettes. Maintenant, si je veux faire une voiture autonome, une voiture qui conduit tout seul, c'est beaucoup plus compliqué d'imaginer des règles du style. Alors, si jamais un piéton arrive et qu'il y a un vélo qui le double par la droite et que moi je suis en voiture et que le feu est encore vert et que j'étais en train de rouler à 50 km/h et qu'il y a un oiseau qui arrive, tu vois, en fait, très rapidement, tu ne peux pas imaginer l'ensemble des possibilités qui va exister pour conduire une voiture. Et donc, du coup, c'est là que viennent des idées, par exemple, d'imaginer des algorithmes qui vont apprendre eux-mêmes comment conduire tout seul, juste en regardant comment nous on conduit, par exemple. Ok, en fait, l'IA, tu as dit il y a deux pans finalement. Dans l'IA, on a les règles basiques, en gros, if, else, si, alors. Pour moi, les règles basiques, c'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA? Pour moi, ça, c'est pas de l'IA. Parce qu'il n'y a aucune notion d'apprentissage. En fait, l'IA apprend ses règles elle-même. Ouais. Pour moi, ce qui est de l'IA, c'est si tu connais pas les règles et que l'IA l'apprend d'elle-même. Ça peut être considéré comme de l'IA, les arbres de décision. Par contre, tout ce qui est vraiment codé en dur dans les machines à café, par exemple, ça, c'est pas l'IA parce que c'est explicite, on connaît déjà toutes les règles. On est capable de le faire nous-mêmes, en fait. En fait, pour toi, l'IA, c'est vraiment quelque chose qui apprend les règles d'elle-même. C'est pas à nous de donner. C'est pas à nous. En fait, ça change complètement de paradigme. Là, à une époque, au départ, on était en train de tout coder nous-mêmes à la main. Ouais. Là, on se dit, OK, tiens, voilà des exemples de ce que tu es censé faire. On peut aussi dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et en fait, elle-même, elle va apprendre à comment changer son comportement pour que ça résout le problème. OK. Je pose la question parce que moi, j'avais une vision un peu différente, où je voyais deux pans. Tu vois, dans l'IA, comme tu as dit, c'est tout système qui va permettre justement aux ordinateurs de se comporter, entre guillemets, comme des êtres humains pour résoudre des tâches. Et pour résoudre ces tâches-là, on peut avoir deux visions. Des tâches avec des règles bien définies, comme if, else. Par exemple, si je crée une calculatrice qui permet d'élever un nombre au carré. Pour moi, ça, c'était de l'intelligence artificielle dans la mesure où l'être humain, pour calculer, tu vois, tu utilises des règles que tu connais déjà. Et 2 x 2, ça fait 4. Donc, si je fais une calculatrice qui me fait 2 x 2 égale à 4, je me comporte, entre guillemets, pour cette tâche-là comme un être humain et je suis capable de calculer. Oui. Et le deuxième point, c'est ce que tu décris, où cette fois-ci, l'IA n'a plus des règles de façon explicite et apprend par elle-même, généralement à partir des données. On parle beaucoup de deep learning, de machine learning. Et là, on donne les données à l'IA, entre guillemets, et l'IA va apprendre de ces données-là pour trouver des règles et pouvoir, par exemple, développer des voitures autonomes. Mais alors, par contre, tu vois, dans l'exemple de la calculatrice, j'aime bien cet exemple parce qu'à la fois, il y a le 2 plus 2 égale 4. Ouais. Mais en fait, il y a aussi à la fois le côté je calcule une racine. Comment tu calcules une racine? La racine, on ne l'a pas donnée explicitement. On n'a pas dit si l'utilisateur tape pi, racine de pi égale ça. Ouais, ça c'est plus complexe, on est d'accord. Et donc en fait, ça, il y a vraiment un algorithme derrière qui va chercher à minimiser une fonction pour trouver le zéro. Et donc du coup, c'est un peu de l'IA aussi, quelque part, dans le sens où il y a une optimisation. Ouais, ok. Et du coup, là, je reviens encore sur la définition de la cybersécurité. Donc ce que moi je comprends aujourd'hui, c'est que le domaine de la cybersécurité, c'est ce domaine-là où on donne, qui permet en fait de garantir, entre guillemets, qui aide en fait les entreprises à éviter les attaques, entre guillemets, sécuriser leurs données. Je prends par exemple le cas, moi je suis en banque. En ligne, on fait beaucoup d'achats en ligne. Je pense que la cybersécurité va s'intéresser justement à bien sécuriser l'ensemble des transactions qu'on réalise en ligne sur les sites internet. Ça c'est la partie la plus connue de la cybersécurité. Ouais. Ah, parce qu'il y a d'autres parties, il y a plusieurs parties dans la cybersécurité. En fait, il y a tout ce qui est... Donc là, tu me parles des banques en ligne, je pense que c'est ce qu'on sait au niveau du grand public, mais après, auprès des entreprises, les entreprises elles ont des données qui sont sensibles, on ne veut pas qu'elles soient volées, on ne veut pas qu'elles partent pour que en fait, la concurrence puisse se les approprier, ou alors que ça se trouve, il y a des données qu'on ne veut pas que le grand public sache, bref... Donc il y a toujours un secret dans les entreprises qui, par exemple, la recette secrète de Coca-Cola, ce serait bête que quelqu'un réussisse à avoir la main dessus. Il y a tout ce qui est aussi, on veut juste détruire le système
de l'entreprise pour la bloquer et lui Oui. demander une rançon. Ça arrive aussi. Ok. Et moi, là où je travaille plus dans mon domaine, c'est tout ce qui est détection de contenu manipulé à des fins malveillantes, dans le sens où, par exemple, je peux aujourd'hui cacher un virus dans une image de façon complètement invisible. Et ça peut passer, par exemple, les antivirus, parce que les antivirus n'analysent pas en général les images et ne pensent pas qu'il peut y avoir un virus dans une image. Ok. Et il y a aussi tout ce qui est manipulation de l'opinion publique. Je crée une fausse image par IA pour faire dire quelque chose à quelqu'un ou pour montrer une fausse information. Les gens y croient et je manipule quelqu'un et ça détruit peut-être une réputation, ça. D'accord, ok. En fait, toi, tu travailles plus sur toute la partie. On parle beaucoup de deepfake. Ouais. Voilà. Tout ce qui va être. On voit beaucoup des IA où, en fait, c'est tellement facile de générer. Prends par exemple l'image d'Emmanuel Macron, lui fait dire des choses qui ne sont pas forcément correctes. Exactement. Et le grand public croit parce qu'on a vu l'image. C'est tellement réaliste, en fait. Je me rends compte à quel point les IA sont capables de faire des choses incroyables dans ces domaines-là. Et tu as aussi parlé d'un point qui a attiré mon attention quand tu décrivais la cybersécurité. Tu as parlé des cookies. Ouais. Nous, par défaut, en fait, tu vois, quand tu es sur un site internet, on te dit accepter tous les cookies. Ah oui. Toi, tu ne le lis pas, tu n'as pas le temps de le faire. Bien sûr. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important, justement, d'avoir ce pan d'activité? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vois partout, on parle de cybersécurité. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que les risques sont énormes. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un s'amuse à pirater une entreprise pour lui soutirer des informations, bloquer ses données, faire des transferts d'argent illégaux et tout, en fait, derrière, l'entreprise, elle peut couler, les gens, ils n'ont plus de travail. Toute une nation aussi, genre là, la Russie qui crée des bots pour influencer les opinions politiques pour que les gens puissent voter pour un parti ou pour un autre, ça c'est très grave aussi. Donc en fait, ça peut carrément influencer toute une nation. Ça va très loin la cybersécurité parce qu'en fait, à partir du moment où tout est connecté aujourd'hui, il y a un danger pour chaque connexion. C'est ça. Et en fait, la meilleure solution pour être protégé, c'est presque de ne pas être connecté. Par exemple, les banques, non mais c'est vrai, les banques, quand elles ont des serveurs, des fois, elles ont des serveurs dans des salles où en fait il y a très très peu de connexions qui sont faites pour que tout se fasse en physique chez eux et que vraiment tout soit hyper contrôlé. En fait, en général, les meilleures cyberattaques, c'est des attaques qui viennent de l'intérieur, dans le sens où en fait, on a réussi à faire de l'ingénierie sociale avec un employé. En fait, lui, il a accès à des choses. Et grâce à cet accès, nous, derrière, on peut réussir à avoir accès aux choses sensibles pour lesquelles, normalement, il y avait une super protection. Mais du coup, on l'a, entre guillemets, bypassé parce qu'en fait, on est passé par une personne qui avait les droits. Exactement. Et ça me rappelle en fait une formation que j'ai suivie en entreprise où on disait justement ça, c'est que les cyberattaques les plus puissantes, ça vient de l'intérieur. Par exemple, l'assistante Sophie, entre guillemets, qui a son compte LinkedIn, qui partage sa pause déjeuner avec des collègues. Voilà. Et grâce à ces petits détails, les cyberattaqueurs... On peut brancher ChatGPT aujourd'hui. Il va lui envoyer un mail à cette madame. Il va lui dire, oui, j'ai participé à votre séminaire. C'était super. On peut faire une petite visio. Et hop, il met un lien. Et voilà, c'est bon, ça a pris un petit truc déjà. Okay. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, les deepfakes, tout ce qui est généré par IA, on combine tout, ça peut faire des super attrape-nigo. Hein. Pour la cybersécurité, c'est un vrai danger aussi. Et j'imagine aussi qu'avec l'arrivée de l'IA générative, c'est encore plus marqué. Parce que tu vois, aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup ChatGPT au quotidien. Je ne sais pas si toi, tu l'utilises aussi. Je l'utilise très, très souvent aussi, oui. Ouais, voilà. Et j'ai vu une vidéo de Micode, justement, où il disait en fait que, tu vois, quand tu mets ton prompt dans ChatGPT, c'est possible en fait, qu'on ait également une cyberattaque via ChatGPT parce qu'il récupère toutes les informations. En fait, tout ce qu'on rentre peut être... C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qu'on rentre en ligne dans tous les cas. Hein. Tout ce qu'on rentre en ligne dans n'importe quoi, même si les entreprises, elles disent oui, on traite vos données, on respecte vos données, on les supprime, nanani, nanana, on n'a aucune façon de le vérifier. Donc en fait, il vaut mieux se dire ok, ça se trouve, les entreprises, elles nous mentent, c'est pas impossible qu'elles peuvent récupérer les données. Donc je fais attention à ce que j'écris. Il y a des solutions open source pour ChatGPT. Je sais pas si tu connais le logiciel LM Studio. LM Studio, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas encore. C'est un logiciel qui est pas mal parce que c'est une interface presque comme ChatGPT, sauf que c'est en local. Et en fait, tu peux télécharger tous les modèles open source de Mistral, de Facebook, exactement, Llama, etc. Et en fait, tu peux tous les exécuter sur ta propre machine sans forcément savoir comment coder en Python pour ceux qui ne savent pas. Juste vraiment en téléchargeant un truc et ensuite en l'exécutant comme ChatGPT normal. Mais ça, au moins, c'est en local sur ton ordinateur et ça va pas aller. Tu peux enlever le Wi-Fi si t'es parano. Ça va quand même fonctionner et ça va rien faire. D'accord. Et par contre, moi, ce que je conseille aussi, si on veut vraiment utiliser ChatGPT et qu'il y a des informations confidentielles, ne pas hésiter à remplacer les informations confidentielles dans le texte par des X, des Y, coder en fait le truc. C'est-à-dire, voilà, X fait Y et donc ça fait Z et reformule-moi ça 10 fois. Ben, tu vois,
au final, à la fin, ça fait quand même ce qu'on veut, mais c'est juste qu'il ne sait pas à quoi correspond X, Y et Z. Et donc, du coup, c'est déjà une première forme de protection, quoi. Ouais. Et ça, ça, c'est quelque chose que j'applique également. Tu vois, parfois, ChatGPT devient tellement puissant que parfois, même pour les analyses de données, faire un modèle rapidement, entre guillemets, il peut produire le code pour le faire. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu mets ta base de données, les colonnes masquées, comment dire ça? Tu peux générer déjà des données qui ressemblent à ta base. Ouais. Et maintenant, tu te donnes à ChatGPT, entraîne-moi ce modèle, donne-moi le code qui permet d'entraîner le modèle. Alors, tu copies le code et tu... Super intéressant que tu me parles de ça. Ouais. Parce que je viens de lire un post en venant pour le podcast de Arwa. Je ne sais pas si vous connaissez Arwa Biri, qui est une experte en cybersécurité. Et en fait, tu sais, sur ChatGPT, quand tu demandes d'écrire un code, parfois, il y a quelques fois, pareil, 20% des cas à peu près, il utilise des librairies qui n'existent pas. Il les crée. Oui, il invente, ouais. Mais c'est souvent les mêmes, en fait. Ouais. Et en fait, il y a des gens qui ont remarqué ça et ils se sont dit, tiens, si je créais cette fausse librairie, mais que dedans, je mettais un code malveillant, comme ça, si quelqu'un utilise ChatGPT et il importe la librairie qui est fausse, en fait, là, elle va marcher, ça sera la mienne et je pourrais le pirater. Okay. Tu vois, il y a des gens qui exploitent les failles de ChatGPT parce qu'en fait, vu que les gens vont peut-être écrire bêtement sans vérifier le code et vont apporter les librairies en pensant que c'est des librairies qui existent, si elles existent vraiment mais qu'elles sont malveillantes, on ne le saura pas forcément. Okay. Et donc, en fait, ça, c'est hyper intéressant comme façon de voir qu'en fait, il y a plein de façons de se faire hacker aujourd'hui. D'où l'importance justement des personnes qui travaillent dans la cybersécurité. Et oui. Et ça me pousse en fait à justement te poser la question, est-ce qu'on peut voir de façon concrète les applications, je pense qu'on en a parlé plus ou moins, réelles de l'IA dans la cybersécurité? Quand toi tu travailles, toi tu fais de la recherche actuellement dans l'IA et cybersécurité, quelles sont les applications concrètes que toi tu vois pour l'IA? Alors ça, c'est la partie de la question du départ que j'ai oublié de répondre, mais je voulais répondre plus tard, donc c'est bien. Ok. Donc en fait, concrètement, il y a déjà des applications, c'est pas que je le vois, c'est que c'est déjà là. Il y a une entreprise qui s'appelle Resilium.ai, et en fait, eux, ils proposent des solutions avec beaucoup d'IA pour répondre à des problèmes de cybersécurité. Et techniquement, qu'est-ce qu'ils font en plus par rapport à ce qui existe déjà? Déjà, par exemple, le fait de surveiller tout le réseau de l'entreprise pour voir toutes les connexions qui rentrent, toutes les connexions qui sortent et détecter les anomalies. En fait, il y a beaucoup de détections d'anomalies qui se font par IA aujourd'hui parce que les IA peuvent parfois détecter des choses que nous, on ne verra pas comme ça, on laisserait passer. Et donc, c'est assez puissant parce que du coup, à force de voir tout ce qui va, à force de surveiller en temps réel toutes les connexions entrantes et sortantes de l'entreprise, on est capable déjà d'avoir des premiers pare-feux, si tu veux, des premières façons d'arrêter la menace. Il y a ça. 2, il y a aussi tout ce qui est simulation d'attaque pour préparer les employés. Et en fait, on peut, comme je t'ai dit, ce que je t'ai dit avec ChatGPT tout à l'heure, tu prends un post sur LinkedIn dans l'employé, tu l'utilises dans ChatGPT pour qu'il utilise cette information pour créer un phishing, tu l'envoies à l'employé en question et tu vérifies qu'en fait, il ne va pas se faire avoir. Et comme ça, tu lui apprends qu'en fait, à tout moment, il peut y avoir un mail frauduleux qui passe la boîte mail et qu'il faut qu'il soit sensibilisé à ça pour ne pas cliquer sur le lien et pour ne pas créer une menace, quoi. Ok. Et c'est ce point-là, en fait, par exemple, je travaille beaucoup dans les grands groupes et en général, je vois, il y a souvent des campagnes de phishing. Ah, je l'ai aussi à l'université. On reçoit tout le temps, en fait, des messages. Il y en a qui sont beaucoup plus intelligents que d'autres. C'est ça, exactement. Waouh! Parfois, je ne peux pas avoir, en vrai. Clairement. Après, moi, je regarde toujours maintenant le mail, le nom du mail en haut et il y a marqué @arnaque.net. Donc, du coup, quand ils font même pas l'effort de faire un vrai truc, on voit que c'est une arnaque, quoi. Ouais. Mais des fois, c'est vrai qu'on a l'impression, parce que moi, une fois, ils m'ont dit, ça m'a fait marrer. Oui, il va y avoir une coupure de Wi-Fi dans votre bâtiment, ce qui pourrait être vrai. Hein. Et ils me disent, la coupure de Wi-Fi arrivera après-demain, c'est-à-dire samedi quand le bâtiment est fermé. Donc déjà, petit problème. Et après, ils ont dit, oui, mais en solution, on vous propose de demander une clé 5G pour vous connecter pendant toute la journée. Ouais. Et donc, cliquez ici pour demander la clé 5G. Bon, ça fait bizarre quand même. Ouais. Mais bon, des fois, il y a des vrais trucs, c'est vrai qu'on peut se faire avoir dans ces campagnes. Il y a beaucoup de boîtes qui sont à fond sur la simulation de cyberattaque. Mais c'est juste que là, avec l'IA, ça rajoute encore une notion d'attaque plus réaliste. Exactement. Parce qu'en fait, on peut vraiment carrément aller chercher des infos sur des gens en ligne et en fait, utiliser ce social engineering pour encore plus passer les frontières. Et du coup, il y a une vraie étape de sensibilisation, formation des employés à la cybersécurité en intégrant les nouveaux outils IA d'aujourd'hui, quoi. Quand tu as parlé de ton exemple, je me rappelle de l'exemple réaliste que j'avais vu, en fait. L'email de phishing que j'avais reçu, c'était objet perdu. Tu vois, tout le monde, en fait, perd des objets, tu vois. Et en plus, l'email, c'était pas facilement visible sur l'email que c'était un mauvais email. Il m'a la fonction du monde, c'était une montre. Cliquez sur l'image pour avoir
pour avoir le lien où se trouve l'objet. Fait waouh, en fait, c'était tellement génial. Donc, aujourd'hui, 2 applications que tu as présentées aujourd'hui. Déjà, la détection d'anomalies dans les entreprises. Toutes les données entrées sont autant. En banque aussi, les transactions frauduleuses. Exactement, mais c'est un peu la même chose. Ouais. Et deuxième application, c'est tout ce qui va être phishing, sensibilisation des employés aux cyberattaques. Mais ça, c'est hyper important parce que, comme on l'a dit, c'est un peu la porte d'entrée des plus grosses attaques, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu en vois d'autres? Il y en a d'autres que j'avais pensé, mais attends 2 secondes, il faut que je m'en souvienne. Je sais qu'avec l'IA, tu peux aussi simuler des attaques toi-même et voir à quel point ton modèle il résiste ou pas aux attaques. Ouais. Donc je sais que Netflix, il me semble, ils ont fait un truc qui s'appelle Chaos Monkey, un truc comme ça. Et en fait, c'est une sorte de logiciel, je pense que c'est une IA, mais je ne vais pas mentir, mais je pense quand même que c'est une IA, où en fait, qui va aller chercher les limites de leur installation et qui va les mener à bout, genre voir jusqu'où il faut pour en fait détruire un peu, faire en sorte que les serveurs ne fonctionnent plus et qu'en fait, on n'arrive plus à avoir des vidéos, etc. Donc il y a tout ce qui est, en plus de donc, faire des campagnes de phishing automatique, il y a aussi tout ce qui est simulation de vraies attaques pour mieux appréhender les potentiels, en fait, ce qui va vraiment arriver, quoi. Donc en fait, c'est aussi un jeu de, voilà, j'anticipe un maximum ce qui pourrait arriver, et du coup, j'ai un coup d'avance pour les personnes qui ont pensé à ça. Exactement, c'est ça. Ok, très intéressante. Je pense que là, on voit déjà très bien à quoi ça peut servir l'IA dans la cybersécurité. Et du coup, en termes de techno qu'on utilise, est-ce que toi, tu fais de la recherche dans la cybersécurité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sur quoi tu travailles? Alors, l'IA. Moi, je travaille sur 2 choses. Ouais. Je fais de l'IA sur une niche de cybersécurité. Et donc, en fait, ma niche, c'est la détection de manipulation d'images. Mais en fait, il y a 2 sens moi, j'ai mis 2 sens derrière. Le premier sens, c'est manipuler une image pour communiquer de façon secrète. Par exemple, ou alors mettre un virus dans l'image. Donc, c'est-à-dire insérer un message dans l'image, dans les pixels de l'image. Pas subliminal, juste un message normal qu'on pourrait écrire sans qu'on puisse le voir visuellement. Et l'idée derrière ça, c'est de dire je communique avec quelqu'un et si quelqu'un intercepte la communication, il voit juste une image et il ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Juste pour être sûr que j'ai bien suivi, en gros, là tu as des images, il y a des pixels, toi tu mets de l'information. Je change les images légèrement en insérant un message dedans. D'accord. Et en fait, derrière ce message, ça pourrait être un message pour dire rendez-vous au bar machin pour parler de ça et c'est un truc hyper secret en fait. D'accord. Voilà, ou alors ça peut être un virus. Et en fait, comme ça, je fais en sorte que quand je passe par un outil de cybersécurité, en général, ils n'analysent pas trop les images. Okay. Et donc, je bypass l'outil de cybersécurité, quoi. Okay. Bon, c'est une première façon. Donc moi, mon travail, c'est sur la détection d'images qui ont été, par exemple, manipulées de cette façon-là. Okay. Ou alors, moi, le truc, c'est que quand je suis arrivé en thèse, il n'y avait pas encore ce boom des IA génératives dans les images. Il y avait des petites notions, mais ce n'était pas autant connu. Et donc, du coup, moi, l'application sur laquelle j'ai vraiment travaillé dans ma thèse au début, c'était l'application de détection de photomontage Photoshop, du style, je prends un bout d'une image et je la mets sur une autre, mais de façon réaliste. Et en fait, il faut détecter que l'image a été photoshopée, même si à l'œil nu, on ne le voit pas. Okay. Dans les 2 cas, c'est une histoire de manipulation d'une image sans qu'on puisse voir, en fait, la manipulation en question. Et ça n'a pas les mêmes enjeux, mais en fait, il y a quand même, dans tous les cas, une histoire de sécurité. Donc, il y en a un, ça peut être un virus, il y en a un, ça peut être pour manipuler l'opinion publique. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, ma thèse, c'est un peu sur ces 2 questions-là. Mais en fait, là, il faut savoir que l'état de l'art sur ces 2 questions, il avance vraiment beaucoup. Et il était déjà bien avancé quand je suis arrivé en thèse. Mais moi, là où je participe vraiment dans ma thèse, c'est sur la problématique de généralisation. Et en fait, l'idée, c'est de dire que voilà, mes modèles, en pratique, je prends les modèles de la recherche, ils fonctionnent bien sur ma base de données de la recherche. Je prends des vraies images manipulées maintenant de la vraie vie. Et ça marche plus. Parce qu'en fait, les images qui ont été créées par des personnes qu'on suspecte, peut-être qu'elles n'ont pas été créées avec le même appareil photo que la base de données d'entraînement. Peut-être qu'il n'y avait pas les mêmes opérations genre de filtre, de luminosité, de contraste. Peut-être qu'en fait, la compression, ce n'est pas la même compression. Et en fait, tout ça, ça fait que l'IA est habituée à avoir une sorte de référence entre l'image authentique et l'image manipulée, mais il ne comprend plus la référence si on l'a changée. C'est exactement comme la voiture autonome, si on la prend et qu'on la met à Paris, qu'on l'entraîne à Paris, imaginons qu'elle fonctionne à Paris. Si je la prends et que je la mets à New York, elle ne marche plus. Parce que ce n'est pas les mêmes rues, ce n'est pas la même architecture, ce n'est pas le même langage. Il y a plein de choses qui changent et donc du coup, ça ne marche pas. Donc la théorie ne marche pas en pratique. Okay. Et en fait, c'était un peu le constat à l'arrivée de ma thèse. Et moi, mon objectif, c'était d'imaginer plein de stratégies pour réfléchir à comment faire pour que ce gap entre théorie et pratique soit de plus en plus réduit pour les praticiens. Pour qu'en pratique, on puisse vraiment détecter les manipulations d'images
peu importe si on ne connaît pas comment les images ont été faites, en fait. Okay. En fait, ce que tu veux dire là, c'est que grâce au travail de ta recherche, en fait, c'est plus... tu comprends, je prends encore l'exemple de la voiture autonome que tu as donné. Ouais. Je peux faire le parallèle avec la banque, en fait. En gros, quand on fait une voiture à Paris, les routes ne sont pas les mêmes qu'à New York, à Washington. Du coup, ça ne va pas se comporter de la même manière. De la même manière, à banque, si je développe un modèle pour Société Générale, ça ne pourra pas marcher chez BNP, HSBC et autres. Et de la même manière, les hôpitaux, je prends un détecteur de cancer pour un hôpital A, il ne marche plus pour l'hôpital B. Ce n'est pas la même machine qui a fait les IRM, ce n'est pas les mêmes bruits de la machine. Donc, il n'y a plus la même référence de où est la tumeur. OK. Et du coup, dans ta recherche, c'est quelle que soit la référence, comment améliorer la performance de l'algorithme. C'est ça. Sachant que j'ai une base de données d'entraînement, ou quoi, alors il faut que je réfléchisse à comment la faire, en tout cas. Et comment faire pour entraîner mon modèle pour qu'en fait, il arrive à généraliser bien plus que juste sur la base d'entraînement, en fait. Ah, d'accord. Il va au-delà de la base d'entraînement. Et pour ça, je suppose que tu vas générer des images fictives dans ton... Alors, il y a plein de choses. Il y a plein d'axes. Ouais. Il y a effectivement, mais en fait, si tu veux, il y a deux choses sur lesquelles il faut jouer pour réussir à faire cette généralisation. Alors, après, ça reste encore, pour l'instant, pas au point à ce que ça marche 100% en pratique, mais en tout cas, les deux axes sur lesquels il faut jouer, c'est les données d'entraînement et le modèle. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, on peut se dire, si on a des données d'entraînement pas trop loin de ce qu'on a en vrai, peut-être qu'on peut transférer l'apprentissage entre les données d'entraînement et la réalité en imposant dans le modèle une sorte de contrainte qui va le rapprocher de la distribution. Là, j'ai peur de perdre des gens. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire qu'il y a une distribution. Les images d'entraînement suivent une certaine distribution, les images de test aussi. Et en fait, dans l'entraînement, on peut imposer à ce que le modèle cherche à trouver un espace où, en fait, on les fait coïncider pour que, derrière, on trouve des caractéristiques communes qui vont faire que ça va marcher. Par exemple, si je prends l'exemple de la détection d'images générées, imagine je veux détecter que des fausses photos de chats. Bon, j'entraîne un algo qui fait ça. Maintenant, je vais évaluer sur des photos de chiens, ça ne marchera pas. Mais par contre, peut-être que je peux changer le modèle pour que dans l'apprentissage, ils comprennent que, en fait, ce qui est faux, c'est pas forcément le fait qu'il y a l'oreille de chat qui est mal faite, mais plutôt juste qu'il y a un problème dans les pixels à ce niveau-là. Tu vois, je trouvais quelque chose de plus général, peut-être que dans la forme des yeux, plutôt que de regarder l'œil de chat précis, peut-être regarder la forme des yeux générale, ou alors regarder le petit artefact qu'il y a au niveau des pixels à cet endroit-là. Ça serait plus intéressant que de juste regarder une caractéristique qui est sur le chat faux. Tu vois, donc l'idée, c'est vraiment de réussir à changer le modèle pour que lui il se concentre sur des caractéristiques qui sont bien plus générales, en fait. Donc il y a ça. Et il y a aussi, sinon, comment je réfléchis à créer... comment est-ce que je peux créer une base d'entraînement qui va faire que le modèle va apprendre beaucoup mieux que si j'avais donné n'importe quelle base d'entraînement. Tu vois, donc dans mon exemple-là, j'ai dit, si on n'entraîne que sur des chats, bah en fait, sur les chats, ça ne va pas généraliser. Mais j'aurais très bien pu décider d'entraîner sur les chiens en plus des chats. Mais si on raisonne comme ça, on va mettre tous les animaux. On ne va pas s'en sortir. Par contre, peut-être que si on cumule des bonnes images de chats, de chiens, de tigres, de je ne sais pas quoi, et qu'on fait des transformations dessus, si on arrive à bien évaluer ce qu'il faut faire, peut-être qu'en combinant tout ça, à la fin, l'IA va d'elle-même comprendre un pattern commun entre toutes ces images-là et du coup généraliser mieux. Tu vois, donc il y a encore l'idée que ce soit elle qui le trouve d'elle-même, en fait. D'accord, ok. Donc on veut donner en fait l'autonomie. Ça fait pas peur. Si les IA sont capables de tout faire par elles-mêmes, je vais prendre une des peurs que beaucoup de personnes ont. Bien sûr. Est-ce que les IA ne vont pas finalement nous remplacer? Si elles arrivent à tout faire, et si tu arrives à entraîner ton robot qui détecte tout de façon parfaite, même sur les données où elle n'a pas été entraînée, est-ce qu'à la longue, pour toi, c'est quoi ta vision sur l'IA qui va remplacer les êtres humains? Est-ce que tu penses qu'on est proche de l'IA générale dont on parle tout le temps? Tout le monde me pose la question, alors que moi, je trouve qu'on n'est pas si proche que ça. Ouais. En fait, oui, c'est vrai qu'on a fait une grande avancée avec ChatGPT. C'est vrai que ça nous mène plein de questions. C'est vrai qu'il y a des vrais problèmes en IA qui ne sont pas encore résolus. Par contre, le gap En fait, le truc, c'est que ce que je me dis, c'est qu'il y a toute l'autonomie qu'on imagine des IA dans un futur proche. Je ne me vois pas comment on accepterait autant d'autonomie. C'est-à-dire, en fait, par exemple, les gens disent oui, les IA vont prendre le contrôle des armes et ils vont nous tuer, etc. Mais en fait, à quel moment on va donner à une IA la possibilité de contrôler toutes nos armes et de faire tout ce qu'ils veulent? En fait, pour moi, il y a quand même c'est clairement un danger. Je dis pas, il y a vraiment des risques. Mais je pense qu'au niveau de responsabilité, il y a aussi des humains qui sont censés ne pas donner une autonomie complète à l'IA pour faire n'importe quoi. Ouais. Il y a les humains aussi, ils aiment bien aussi, par exemple, si on laisse une IA gérer une entreprise, désolé, mais je préfère, les négociations, je préfère que ce soit un humain qui le fasse, les rencontres avec le client, je préfère que ce soit un humain qui le fasse. Et en fait, je pense qu'il y a plein de choses qu'on préfère que ce soit un humain qui le fasse, parce qu'en fait,
le faire avec une IA, ça apparaît très... tu sais, c'est robotique, c'est encore robotique aujourd'hui. Est-ce que tu penses ça serait peut-être moins robotique, mais même si c'est pas robotique, le fait de laisser les rênes en fait à l'IA pour faire gérer tout ça. Déjà, l'IA c'est pas 100% fiable dans tous les cas, même si jamais. Et même plus tard, ça sera jamais 100% fiable si on n'a plus besoin d'IA. Ça veut dire qu'il y a des règles qu'on peut trouver, qu'on peut exécuter. Et bref, mais c'est pas 100% fiable et donc du coup, ça peut amener des erreurs. Ouais. Et la question c'est, est-ce qu'on va assumer les erreurs du coup derrière? Si jamais l'IA négocie pour nous, est-ce qu'on va assumer qu'elle a fait un mauvais deal? Est-ce que si l'IA rencontre un client et qu'elle ne le close pas, est-ce qu'on va assumer le fait qu'on n'a pas eu ce gros client? Alors que ça se trouve, on aurait peut-être pu l'avoir parce que c'est juste que le client a compris que c'était une IA ou alors qu'il n'était pas content sur la façon dont elle a géré le truc. Donc pour moi, il y a toujours des choses qu'on ne pourra pas tout à fait remplacer parce que les humains aiment la société. Tu vois. Les humains, on aime être ensemble, parler, discuter comme on fait maintenant. On aime les échanges constructifs. En fait, ça paraît bizarre qu'on puisse totalement éradiquer. C'était comme si tout le monde resterait chez soi et l'IA fera tout pour nous. Ça me paraît bizarre parce qu'on n'arriverait pas à l'accepter en fait. On a un besoin. Comment dire ça Mais l'être humain, il a évolué, Ronnie. Je me dis, si l'IA devient tellement puissante, si ça se trouve, ce podcast, ça sera ton IA qui est en train de parler et mon IA qui parle. C'est vrai, ça existe déjà. Il y a déjà un notebook LM de Google qui propose de faire ça. En fait, tu donnes un article et il te le transforme en podcast et le podcast, il est super. Ouais. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêchera pas que nous, humains, on voudra quand même parler. Ouais. Ok, on peut écouter des podcasts faits par des IA si ils sont bien, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura quand même le besoin de faire un truc en société. Le besoin d'avoir un sens dans la vie. Le besoin, de grandir, d'évoluer. Ça, c'est des trucs qui ne vont pas changer. Et en fait, les métiers qui sont en train de disparaître avec l'IA, pour l'instant, on parle souvent des métiers de graphiste, créatif, etc. Même là encore, je t'avoue que j'ai un doute. Personnellement, j'ai un doute que sur le fait que les métiers de graphiste vont disparaître. Bah oui, alors j'allais te dire, voilà, moi aussi, personnellement, j'ai un doute parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu comme Photoshop quand c'est arrivé. C'est-à-dire, en fait, on disait, oui, Photoshop va remplacer tous les photographes. Et donc, du coup, ils vont détruire le métier de photographe. Bon, au final, non, il y a des photographes qui l'utilisent. Et ceux qui l'utilisent font des très belles choses avec. Je pense que l'IA, ça va juste permettre déjà aux gens amateurs de faire des belles choses. C'est sûr. Et aux gens qui sont pros de faire des choses exceptionnelles, mais à un niveau où on n'imagine pas. Ceux qui maîtrisent ça, en fait, ils vont juste aller beaucoup plus loin dans leur processus. Ils vont pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement. Je pense que c'est juste un outil hyper créatif, en fait, qui va booster tout le monde. Ouais. Alors, pour moi, à la limite, ceux qui vont perdre leur job, c'est peut-être ceux qui se contentent de faire un truc très simple que tout le monde pourrait faire aujourd'hui. C'est juste que la barrière à l'entrée, elle est plus haute. Ça veut dire que oui, pour être là, pour pouvoir monétiser une compétence en photo, il faudra peut-être faire plus que apprendre à faire des photos et jouer avec Photoshop. Peut-être qu'il faudra aussi connaître l'IA, du coup. Mais c'est juste une évolution d'un métier. Même nous, là, en tant que nous qui codons des IA, il y a des IA pour coder des IA, donc qui nous aident dans le code. En fait, le problème, c'est que si on les laisse faire n'importe quoi, il y a des erreurs. On est obligé de relire derrière, on est obligé de comprendre la logique. Et en fait, c'est quelqu'un qui est complètement novice, qui utilise l'IA pour faire 100% du job sur des applications critiques, c'est hyper problématique, c'est pas possible. Ouais. On va pas laisser une IA coder une application de cybersécurité. C'est pas possible. Tu vois, il y a forcément qu'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je voulais que tu t'exprimes sur le sujet parce que c'est une des questions qu'on me pose le plus. Est-ce que les métiers de data scientist vont disparaître? Et tout le temps sur LinkedIn, je répète la même chose. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pour le cas des métiers de la photo. Moi, aujourd'hui, je fais beaucoup de vidéos. Tu vois, certes, il y a les IA, mais j'ai quand même besoin du photographe qui me dit... En fait, c'est pas trop le fait de prendre la photo qui est la compétence qu'on recherche. C'est plus la pensée critique. Il y a toute une réflexion l'histoire que la photo raconte. Exactement. Et l'IA ne l'a pas encore. Non. C'est prendre le cas de coder. Tu as dit il y a des IA qui permettent de coder. Mais en fait, il y a un problème aussi dans l'IA que les gens ne voient pas, c'est que l'IA, c'est une moyenne de trucs qu'elle a vus. Donc en fait, à partir du moment où tu prends la moyenne un peu de tout ce que tu as vu, tu peux pas être... t'es que la moyenne. Exactement. Tu peux pas être l'expert mondial du truc. Exactement. Donc en fait, là où il faut se dépasser, c'est réussir à devenir plus haut que la moyenne. Et donc du coup, l'IA nous pousse à faire ça en fait. À être encore meilleur que ce qu'on aurait pu faire si nous-mêmes, on avait régurgité toutes ces données et que du coup, on avait une vision généraliste de la chose en fait. D'accord, exactement. Et c'est pareil, moi je fais beaucoup de posts sur LinkedIn. Si tu peux faire des posts avec ChatGPT. Oui, alors il faut savoir un truc d'ailleurs pour ChatGPT. Ouais. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est là où il devient intéressant, c'est surtout quand on le spécialise. Parce que quand on lui pose des questions basiques, il reste généraliste. Et quand on le spécialise, du coup, c'est un peu comme si on lui disait ok, contente-toi de la partie qui est spécialisée sur ça pour me répondre. Et du coup, il est plus fort déjà. Exactement. Et oui, j'utilise ChatGPT pour mes posts, souvent parce qu'en fait, j'ai des idées de posts, j'écris plein d'accroches, des lignes et tout, et en fait, ça m'aide à faire le lien entre tout ça. Mais si tu prends un post typique écrit par ChatGPT, on est d'accord que ce n'est pas
comment on dit ça? On le sent quand un post. Il faut ta touche personnelle. Ouais. 100% généré par ChatGPT. On peut le sentir, comme on peut ne pas le sentir, ça dépend. Ah ouais? Mais en fait, oui, moi aussi, j'avais plutôt cette... Parce qu'en fait, en vérité, si tu lui dis de le faire sous un certain ton, qui est le tien, il peut le faire, du coup, de façon beaucoup mieux que si tu lui dis juste de générer le texte. En fait, c'est sûr que si tu lui dis « Génère-moi un texte sur ce sujet-là », là, tu es sûr et certain qu'on va comprendre que c'est GPT. Par contre, si toi, tu as une idée déjà de base, et que tu lui dis « Voilà, tiens, ça, c'est mon idée. Reformule-la sur le ton de cet auteur-là, cet auteur-là, cet auteur-là, et du mien, parce que tiens, mon poste d'avant », et ben, il va faire un truc qui est vachement moins, entre guillemets, problématique ou détectable par nous parce que, en fait, ça sera beaucoup plus naturel déjà. Ouais. Faut le savoir, ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que si on le prend en mode hyper débutant, on lui demande un prompt pour générer tout le post d'un coup, là, ouais, on voit tout de suite qu'il y a l'âme de ChatGPT. C'est ça. Et il y a même des gens qui commentent automatiquement les posts sur LinkedIn avec ça. Alors, c'est horrible, ça me fume, je déteste ça. Ouais. C'est vrai que si tu le spécialises, mais tu as quand même fait un travail de réflexion. Tu as fait un travail de structurer, de penser. En fait, toi, ton rôle, tu structures bien la pensée. Et ChatGPT te donne peut-être des idées pour améliorer. Exactement. Bien sûr qu'il y a un travail. Sinon, c'est nul. En fait, pour moi, la meilleure utilisation d'une IA, c'est l'intelligence humaine plus l'intelligence IA. Exactement, c'est ça. Ok. Bah, du coup, c'est clair. Franchement, c'est intéressant, l'IA et la cybersécurité. Je te propose qu'on passe sur deuxième partie de ce podcast. On va parler de toi, Ronnie, parce que c'est que tu es un chercheur en intelligence artificielle et cybersécurité. Tu as le podcast Thèse, Antithèse, Synthèse. La question que je vais te poser, c'est pourquoi est-ce que je t'ai invité sur le podcast de base? C'était justement pour qu'on parle de la recherche suite à la recommandation d'Erika Dupont. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont fait la data science, qui ont fait les études en informatique, qui se demandent est-ce qu'on doit faire de la recherche? Tu vois, moi, j'ai une vision et je crois que tu as vu ma vidéo sur le sujet. Et je t'ai invité aussi pour que tu parles justement de ta vision de la recherche. Pourquoi est-ce qu'on doit faire de la recherche aujourd'hui, en France surtout? Voilà. Donc, du coup, première question pour toi. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la recherche, et spécialement en IA et en cybersécurité? Alors, c'est marrant cette question parce qu'on dirait que j'avais prémédité ça depuis des années. Ouais, depuis tout petit, je voulais faire ça. Ah oui? Non, c'est pas vrai. Non, mais... Tu as failli m'avoir. Non, mais en fait, déjà, l'IA et la cybersécurité, quand il y a 10 ans, 20 ans, on n'en parlait pas autant. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que ça est venu un peu naturellement dans le sens où j'ai très rapidement, quand même, dans mon cursus, aimé les maths tout court. Okay. Sans vouloir pour autant devenir mathématicien. D'accord. Mais j'ai toujours voulu me dire, tiens, ça serait bien d'avoir un métier où on peut appliquer les maths et ça fait vraiment quelque chose de concret. Et bam, tada, après la prépa, je découvre qu'en fait, il y a tout ce qui tourne autour de la data science, qui est exactement ce que je veux, des maths appliquées à la vraie vie. Pas trop mathématiques, genre trop théoriques, et pas trop appliquées, il y a de la théorie quand même. Et en fait, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait pour me motiver. Alors du coup, je commence à voir si ça allait me motiver en école d'ingénieur. J'étais à Centrale Lille, donc en fait, je commence à suivre tous les cours que je peux en maths et en info. Alors au début, c'est compliqué parce que vu que c'est une école généraliste, on t'impose de faire un peu tout. Ouais, donc j'ai souffert en chimie, en électricité, etc. Physique mais aussi. En physique, ouais, voilà. Mais bon, après, du coup, peu à peu, je convergeais vers l'informatique. Et là, je voyais vraiment que là où je kiffais tout ce que je fais, c'était vraiment là. Donc j'avais vraiment raison d'aller là. Après, ce qui s'est passé, c'est que dans tous les cas, je me suis dit, tiens, j'ai envie de monter une entreprise après l'école d'ingénieur, probablement en IA, parce que ça me plaisait vraiment. Et j'ai vu qu'en fait, je pouvais remplacer ma 3e année d'école d'ingénieur par 2 ans de master spécialisé en IA, bon, avec un côté recherche, mais ça avait l'air hyper intéressant. Mmh. J'ai sauté sur l'occasion parce que c'était un tout nouveau master et j'avais confiance sur la personne qui tenait le master. C'était un très bon professeur de l'école, qui est mon collègue aujourd'hui. Et donc, du coup, je vais dans ce master et là, en fait, je découvre un peu le monde de la recherche. J'adore tout ce que je vois dans ce master. Ce qui est bien, c'est que dans le master, il y avait des projets de recherche aussi. C'est-à-dire qu'on était en collaboration avec des équipes de recherche pendant les 6 premiers mois où il n'y avait pas de stage. Mmh. Et en fait, on avait un projet de recherche, un peu comme une mini-thèse sur 6 mois avec eux. Et donc, par exemple, j'ai pu travailler dans ce master sur 4 sujets différents. Un sujet autour de la musique, un sujet autour de la finance, un sujet autour de la détection de faux et un sujet autour de la médecine. Hein. Okay. C'est ce que j'adore avec l'IA, c'est qu'en plus, ça s'applique partout. Ouais. Donc, je peux vraiment... En fait, moi, j'avais une passion qui était de base le montage vidéo, la photo, l'audio, tout ça. Et donc, en fait, tout ça, je me retrouve dans cette ère de l'IA générative. En plus, c'est super parce que je me retrouve parce qu'il y a plein de fois où j'étais petit, où je faisais du montage vidéo et je me disais, tiens, c'est bête, je peux pas avoir une musique sans copyright et YouTube va m'enlever la musique. Ouais. Tiens, j'aurais trop aimé faire ça en vidéo, mais je sais pas comment faire.
tiens, j'aurais bien aimé cette musique-là, une musique de ce style-là, mais je sais pas comment je peux avoir cette musique-là. Et en fait, maintenant, avec l'IA, on peut faire ça. Et je suis ravi de pouvoir me dire, je suis amateur, je fais des vidéos amateurs et je kiffe les faire et je peux tout faire avec de l'IA. Bref, bon, ça, je divague, mais en fait, du coup, pendant ce master-là, j'ai quand même pas oublié la vision d'être entrepreneur. Je me suis juste dit, un master en IA spécialisé, ça me rajoute un truc dans mon CV pour ce que je veux faire. Puis après, pendant mon stage, où j'ai fait un truc en médecine, il y avait mes encadrants du projet autour de la détection de photomontage, qui était donc en fait le début de ma thèse au final à ce moment-là, qui m'ont proposé une thèse. Et en fait, quand ils m'ont proposé, vu que je connaissais l'équipe et que j'adorais l'ambiance qu'on avait ensemble et que je savais qu'on allait travailler ensemble, déjà j'étais rassuré. Mais quand ils m'ont proposé le sujet, je me suis dit, ok, le sujet qu'ils me proposent là, c'est un sujet d'avenir parce qu'en fait, c'est de l'IA appliquée à la cybersécurité. Derrière, c'est financé par un gros projet européen où il y a des forces de l'ordre européennes qui sont derrière. Donc, en fait, c'est appliqué. C'est-à-dire, ce que je fais, je vais être en contact avec des gens de la police, un peu Interpol. Et donc, pouvoir voir vraiment comment ils l'utilisent en vrai. Et je me suis dit, OK, là, en vrai, c'est trop beau comme opportunité pour laisser tomber. L'IA, la cybersécurité, je le prends parce qu'en fait, je me dis que derrière, quand je montrerai ma boîte, plus tard, en crédibilité, ça va être énorme, en fait, l'expertise. Donc, en fait, c'est vraiment... moi, j'ai vraiment réfléchi en mode, mon projet professionnel, c'est ça. Ce parcours-là, j'ai l'impression que je vais adorer ce que je vais faire. Et en plus, ça me rajoute quelque chose dans mon projet professionnel qui va vraiment me booster. Alors, je le prends. Ok, en fait. Là, je comprends plus ta vision. Tu veux être entrepreneur, être entrepreneur dans l'IA. Et pour toi, la thèse, c'était justement un moyen d'avoir effectivement de la crédibilité dans ton domaine. Et pourquoi tu n'as pas commencé directement dans l'entrepreneuriat ou bien tu voulais d'abord finir une thèse avant de lancer ton produit? Parce que en fait, quand on m'a proposé le sujet de la thèse, j'aimais trop la problématique. Je me suis dit que c'était vraiment une problématique d'avenir. Et je voyais vraiment les applications. Parce que là, tu vois, ce que je t'ai dit, ça s'applique à la voiture autonome, quand ça s'applique à toutes les IA. Tu m'as donné un exemple de la banque, je vais te donner un exemple de l'hôpital. On peut en trouver plein d'exemples comme ça. Et en fait, je me suis dit, quand même, être expert sur cette problématique, sur une niche comme la cybersécurité, comme ça, je sentais que je pouvais faire quelque chose avec. Et donc là, je ne me trompe pas parce qu'aujourd'hui, on voit bien le problème. Donc en fait, voilà. Donc au final, c'était un peu à la fois une volonté d'être stimulé intellectuellement, une volonté de gagner en crédibilité pour plus tard. Parce qu'en fait, pour moi, une thèse, ça vaut plus qu'un master déjà. Ouais. Et il faut savoir que d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui ont une thèse qu'on ne le pense. J'ai fait un post dessus ce matin et en vrai, on serait choqué des stats. Ouais. Donc voilà, par exemple, moi j'étais chez Agora 9, je ne sais pas si tu connais, c'est un incubateur à Paris qui est très connu, qui a incubé par exemple Doctolib ou Criteo. Et ils ont dit là, j'ai récemment à une réunion avec eux, en public, ils avaient dit que à peu près sur les 4 dernières années, 55% des startups qu'ils ont incubées, il y avait au moins un docteur dans l'équipe fondatrice. Wow. Ben, en fait, ça apporte tout de suite de la crédibilité auprès des investisseurs. Donc peut-être on pourra en parler plus tard, peut-être que le doctorat c'est vu comme des gens comme quelque chose qui est pas très valorisé sur le marché du travail. Par contre, quand tu crées une entreprise et que tu veux créer une entreprise qui est pas loin de ta problématique de thèse, c'est hyper valorisé. Là, du coup, tu deviens un expert. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette thèse. Mais en fait, c'est vraiment un coup du hasard parce qu'on m'a proposé une autre thèse aussi, cette même année. Et c'est une thèse hyper mathématique théorique. Et là, par contre, je me suis dit, OK, le problème, c'est que je pense pas que ça va avoir d'application pour la suite, donc je vais pas le faire. Et en plus, ce que j'adore dans ma thèse, c'est que c'est lié à l'image, traitement du signal. Et comme je t'ai dit, j'adore le montage vidéo. Donc c'est parfait. C'est dedans, quoi. Ok, ça me pousse en fait à rebondir sur un sujet que j'avais également, tu l'as mentionné plus ou moins, la valorisation de la recherche dans le monde de l'entreprise. Ouais. Je partage un peu la vision que moi j'ai actuellement et les retours que j'avais. Quand moi j'étais en école d'ingénieur, beaucoup de personnes me disaient ne fais pas la thèse parce qu'il n'y a pas l'argent là-bas. C'est le discours que je recevais. Même quand tu arrives en entreprise, tu as toujours des histoires comme telle personne a fait la recherche, arrive en entreprise, son salaire était exactement le même que le salaire qu'elle avait en sortant de l'école d'ingénieur. Et face à ça, toi, tu partages énormément sur la thèse sur LinkedIn et tu as une vision positive de la thèse. Pour toi, pourquoi est-ce que la thèse n'est pas autant valorisée en entreprise? Est-ce que déjà c'est vrai? Et quelles sont les bonnes raisons de faire une recherche et comment surmonter justement cette vision-là? Alors, plusieurs questions en une. Ouais, exactement. Je te laisse discuter. C'est des très bonnes questions qui sont tout à fait légitimes. En fait, il faut savoir que le doctorat, c'est un peu mal connu encore du grand public, notamment des entreprises. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui considèrent qu'embaucher un docteur, c'est embaucher peut-être un étudiant qui a fait un master, un N+1e master. Qui allait s'amuser parfois. Tu allais faire le doctorat pour ton plaisir, entre guillemets. Exactement, tu l'as fait pour ton plaisir. C'est des études comme les autres. Je pense qu'il y a des partiels, que tu as des cours en amphi. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils disent que t'es surqualifié, donc t'es trop cher. Ouais. Bon, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ces entreprises déjà qui ne savent même pas qu'un docteur, en sortant de thèse, il est gratuit quasiment
pendant les 2 premières années où il est en CDI, en fait. Parce qu'en fait, l'État, ils ont un dispositif d'aide qui s'appelle le crédit impôt recherche. Et en fait, pour tous les jeunes docteurs qui veulent trouver leur premier CDI, en fait, l'État rembourse quasiment tout le salaire pendant 2 ans de ces docteurs pour toutes les entreprises qui activent le dispositif. Donc déjà, dire que un docteur c'est surqualifié, donc on va le payer trop cher, c'est un peu une arnaque dans le sens où déjà pendant 2 ans au moins, tu vas pas le payer tout à fait. Hein. Même limite, on m'a dit que même parfois ça peut être rentable, c'est-à-dire que tu peux gagner par-dessus. Quoi. Ah oui. Ouais, pour te dire où ça va. Donc déjà, bon. Après, les doctorants eux-mêmes ou les docteurs, une fois qu'ils ont leur thèse, ils savent pas forcément se valoriser non plus. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils disent que le doctorat c'est une formation universitaire, ça marche pas. Il faut expliquer que c'est une expérience professionnelle. Peut-être que le doctorat, il ne faut pas l'appeler doctorat. Peut-être qu'il faut dire que c'était un job et que tu étais en fait un consultant scientifique. Il faut expliquer aussi concrètement tes missions, ce que tu as fait, que tu as participé à des conférences, que tu as rédigé des articles, que tu as donné des conférences, que tu as animé des présentations en entreprise si tu l'as fait. Enfin, tout ce que tu as pu faire dans ton doctorat et qui va être intéressant à donner parce que ça montre des compétences transférables, il faut le dire. Tu vois, tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est communication, vulgarisation... tout ce qui est autonomie, résilience à l'incertitude. En fait, en doctorat, il y a quand même une compétence qui est hyper sous-estimée, mais qui est hyper importante, c'est je continue d'avancer, même si j'ai aucun résultat. Ça, c'est hyper fort. Ouais. Et c'est hyper fort, surtout pour ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat aussi, d'ailleurs, après. Mais même pour un salarié, ça peut être fort, parce qu'en fait, du coup, si tu veux si tu veux travailler dans la R&D, si tu embauches des personnes qui n'ont pas fait une thèse en R&D, et qu'ils n'ont pas cette culture-là, ça se trouve, tu n'embauches pas les bonnes personnes parce que ça se trouve, ces personnes-là ne supportent pas le fait de ne pas avoir tout de suite un succès. Il y a vraiment une mentalité aussi à avoir. En fait, c'est pas n'importe qui peut faire une thèse, c'est pas si facile que ça, parce que ça demande une vraie résilience à l'incertitude. Si je suis quelqu'un de très pratique et je veux absolument, j'applique ça et au bout d'un mois c'est fait, je peux pas faire une thèse, parce qu'en fait, rien ne garantit qu'au bout d'un mois tu vas avoir des résultats. Ouais. Donc en fait, voilà, il y a une double problématique de valorisation du doctorat auprès des entreprises, de valorisation des doctorants auprès des entreprises eux-mêmes. C'est un peu aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast Thèse, Antithèse, Synthèse, pour documenter ce que c'est que le doctorat, pour que tout le monde sache un peu ce qu'il y a à apprendre et ce qu'il n'y a pas à apprendre de ce truc, de cette expérience. L'idée, ce n'est pas d'inciter à faire un doctorat, c'est juste de faire en sorte que, en fait, si ça vaut le coup, allez-y, et si ça ne vaut pas le coup, n'y allez pas. Mais c'est juste pour vous rendre compte de l'expérience, quoi. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je me rends compte que beaucoup de personnes vont faire souvent des recherches, la thèse pour les mauvaises raisons. Elles ne sont pas renseignées en amont. Pourquoi est-ce que vous faites cette thèse? Évidemment, si tu ne te renseignes pas avant, pourquoi est-ce que parce qu'on croit souvent que je vais faire la thèse, j'aurai le plus gros salaire. Tu vois? Alors que toi, tu as dit, en fait, la vision, c'est plus déjà être conscient de ta valeur. Bien sûr. Ça va se vendre. Oui, vas-y. Il y a un autre truc que je voudrais dire, tu m'as fait penser à un truc que je n'ai pas répondu dans la question, qui est très important. Moi, le doctorat, je vois ça comme un investissement sur le long terme. Ouais. Alors oui, le doctorat que je fais maintenant ne me rémunère pas beaucoup. C'est clair. Par contre, si j'arrive après à monter une entreprise et que j'arrive à lever des fonds grâce à mon expertise que j'ai eue en doctorat, et qu'ensuite j'arrive à faire un truc qui est rentable et que, bref, ça tourne, derrière, en fait, j'ai gagné le jackpot. En fait, pour moi, je le vois comme c'est un investissement. Je pense pendant 3 ans, j'ai mon expertise, ensuite j'ai la crédibilité, je peux monter un vrai truc, et en fait, derrière, je vais avoir retour sur investissement. C'est aussi ça l'idée. Okay. Et alors, c'est vrai que si je reste dans le public, c'est beaucoup plus compliqué, parce que rester dans le public, ça veut dire aussi accepter des salaires plus bas. Et en fait, pour vraiment avoir un bon salaire dans le public, il faut commencer à monter sa propre équipe, à diriger même des doctorants. En fait, tu peux pas l'avoir comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, pour le coup, j'avoue que dans le public, bien gagner sa vie en recherche, c'est vachement compliqué. Ouais, j'avoue. Ouais. Ok, en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis. Bien avoir la bonne vision. Ça rejoint un peu ce que Eric a dit souvent dans ses posts. C'est plus, quand on va faire le doctorat, il faut qu'on ait déjà la posture de l'entrepreneur. En gros, il ne faut pas attendre que le doctorat, il faut attendre que les gens te donnent des opportunités avec le doctorat. Je rajouterais un truc, j'aurais bien dire quelque chose d'autre. Erika, elle te dirait qu'il n'y a aucune mauvaise raison de faire une thèse. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Pour moi, il y a des mauvaises raisons parce que, en fait, si tu veux faire plaisir à ta famille et que c'est juste ça la raison, c'est pas la peine. Mais je suis d'accord avec ça. Mais Erika, elle te dirait que dans tous les cas, le fait même de faire un doctorat, ça t'amène des compétences, ce qui n'est pas faux. Et je suis d'accord. Mais quand même, moi, je trouve ça dommage. Ouais, je trouve ça juste dommage de faire un doctorat sans avoir un plan pour la suite. Parce que si tu as un plan pour la suite et que tu fais ton doctorat peut devenir un tremplin pour la suite. C'est-à-dire que moi, maintenant, comme j'étais dans l'esprit entrepreneuriat dès le début, j'ai pas fait n'importe quoi. J'ai créé un podcast, j'ai publié sur LinkedIn, je me suis inscrit à plein d'événements sur l'entrepreneuriat pendant que j'étais en thèse, j'ai participé à des concours de pitch. En fait, j'ai essayé de faire plein de choses en rapport avec l'entrepreneuriat, j'ai essayé de gagner mon expertise de plus en plus et de me rapprocher, de créer des connexions avec des gens et de me créer un réseau, mais tout ça en préparation de l'après-thèse en fait. Ouais. Et le fait de savoir que tu veux faire ça après la thèse, ça te crée un raccourci énorme.
S'il y a des gens qui veulent faire professeur après la thèse, très bien, maître de conférence. Mais dans ce cas-là, il faut être conscient de ça. Si vous le savez depuis le début que vous voulez faire ça, et ben mettez toutes les cartes de votre côté et par exemple participer à l'équipe, proposer vos services pour créer pour organiser des conférences. En fait, il y a plein de choses qui sont bien vues dans les concours pour être maître de conférence. Donc si on le fait en thèse, on est déjà par-dessus plein de personnes qui pensent à ça qu'après avoir fait leur thèse. Ouais. Donc en fait, il y a vraiment une idée d'exploiter l'expérience du doctorat pour faire un tremplin pour sa carrière professionnelle, mais ça ne marche que si on sait déjà où on va. Ouais. En fait, je vois très bien ton point. Je pense que je suis un peu alignée avec ce que tu dis, dans le sens où, quel que soit ce que tu fais de toute façon, il faut toujours savoir, entre guillemets, pourquoi tu le fais. Mais je rejoins aussi Erika, parce que tu sais, parfois dans la vie, il y a des choses que tu fais. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément cette ouverture d'esprit, entre guillemets. Par exemple, ou bien l'information, même pas, je ne veux pas dire ouverture d'esprit, je veux plutôt dire l'information. Tu vois, je crée par exemple cette chaîne YouTube pour montrer la voie des possibles aux gens. Il y a des personnes qui n'auront pas accès à ma chaîne YouTube, donc ils n'auront pas ton retour à toi. Donc, ils ne vont même pas savoir que pour faire la thèse, il faut cette voie. Par exemple, pour laquelle il faut davantage vulgariser. Et je rejoins Erika dans le sens où il ne faut pas non plus culpabiliser une personne qui n'avait pas le... Ah non. Qui n'avait pas l'information au début, qui a fait la thèse, arrive à la faire sans compte. Non. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, tu vois. Une thèse, c'est jamais une expérience de perdu. Tu grandis forcément de cette expérience. C'est juste que moi, je trouve ça dommage de pas rajouter quelque chose à cette expérience, en fait, qui va la colorer. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, avec mon podcast, je participe aussi à faire en sorte que les gens soient informés le plus tôt possible. Exact. Et d'ailleurs, tu sais que ce qui me fait marrer, c'est que, petite anecdote sur le podcast, l'épisode le plus écouté, c'est le tout dernier, je sais pas pourquoi. Genre, j'ai fait 18 épisodes, sur tous les épisodes, c'est le tout dernier qui est le plus écouté. Et c'est quoi le dernier? C'est quoi? Faire une thèse une fois qu'on a passé les études et qu'on a déjà eu des CDI. Ah. Et donc, en fait, c'est des gens qui se disent, finalement, peut-être que ça serait pas mal de faire une thèse après toutes ces années en CDI, parce que j'ai l'impression que ça va m'apporter quelque chose. Ouais. Et donc, comme quoi, ça montre qu'il est jamais trop tard pour en faire une. Ouais, et clairement, moi aussi, je le vois chez des personnes dans mon entourage qui sont en CDI avec moi. Ils font leur thèse en parallèle. Ah oui. En fait, le retour que j'avais dans cet épisode qui est très intéressant, c'est de dire, OK, je remarque que dans la pratique, actuellement, ce qu'on fait, il y a des choses qui ne vont pas. Mais les gens, ils se collent à la méthodologie de référence. Mais moi, je veux remettre en cause la méthodologie de référence. Donc, je suis obligé de faire une thèse pour recréer une nouvelle référence. Tu vois, il y a un peu cette idée-là de je veux changer les pratiques parce qu'il y a un problème dans la pratique actuelle. Ok. Et là, tu vas m'avoir une vision plus... comment dire, tu comprends déjà le marché. Parce que quand tu commences ta thèse au début du master... Oui. Alors, ce qui est génial, c'est que dans l'épisode, j'ai remarqué ça aussi. En thèse, on a des compétences de gestion de projet. On les crée, ces compétences. De communication, ce que je t'ai dit, de vulgarisation, de prise de parole en public, de résistance à l'incertitude. Tout ça, on les accumule très bien. On les accumule aussi si on fait un CDI, en général. Et donc, du coup, un CDI qui fait une thèse... en fait, il a toutes ses compétences, il peut les transférer pour sa thèse aussi. Et donc, du coup, sa thèse sera déjà plus agréable qu'un étudiant qui vient de la commencer. Exactement, parce qu'il sait pourquoi. Il voit déjà un marché derrière sa thèse. Alors, merci beaucoup, Ronnie, pour ces éléments. Un autre point, à quoi ressemble, du coup, avant de bientôt arriver à la fin, à quoi ressemble la thèse d'une personne qui est dans l'IA et la cybersécurité, l'IA en général? Quelles sont les grandes étapes pour une personne qui veut faire la thèse aujourd'hui? À quoi est-ce qu'il s'attend en général et comment bien s'y prendre? Alors, très bonne question. Déjà, je dirais que c'est beaucoup plus simple qu'une thèse en chimie, en électricité ou en mécanique, tout simplement parce que nous, il n'y a pas de notion de laboratoire physique. Mmh. Et donc, en fait, ça relève plein de problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, toutes nos expériences, c'est des expériences sur ordinateur. Et on a juste à les lancer, et on attend, et pendant qu'on attend, on peut faire autre chose. Les personnes qui sont en chimie, en électricité, en mécanique, ils ont un vrai laboratoire. Pour y accéder, c'est pas facile, ça coûte de l'argent. Des fois, en fait, on appuie sur un bouton, ça fait n'importe quoi. Il faut tout refaire. Les expériences, elles peuvent prendre des mois. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc déjà, je dirais qu'on a la chance, quand on fait une thèse en informatique, d'avoir des expériences qui sont simples, qui nécessitent pas plus que coder sur son ordinateur, lancer quelque chose et attendre. Voilà. Oui. Et ensuite, je dirais qu'en fait, ce qui est hyper intéressant en général dans la thèse, c'est juste l'exercice de dire il y a un état de l'art. Je me rends compte de ce qui existe, j'essaye de l'améliorer en proposant des nouvelles idées, je teste, je recommence, je teste, je recommence. Ah tiens, ça marche, super, je vais pouvoir le partager à ma communauté scientifique. Donc j'écris un article, on essaie de le faire passer à une conférence. Il y a des gens qui notent l'article, qui donnent des retours. Selon les retours, on fait des retours au retour. Et s'ils aiment nos retours au retour, là, ils proposent que l'article soit publié à la conférence. Du coup, on est invité à le présenter, on rencontre d'autres chercheurs de la communauté. Et du coup, on en parle, on a de nouvelles idées et le cycle recommence. En fait, c'est un peu un cycle en mode on part d'un état de l'art, on a des idées, on les teste, on écrit un article, on le présente, du coup, on communique aussi avec les gens de la communauté et on recommence ce cycle parce qu'une fois qu'on l'a présenté, il faut réfléchir à une nouvelle façon d'incrémenter l'état de l'art, peut-être en continuant tout ce qu'on a fait juste avant, mais juste dans la même logique, quoi.
Et voilà, et en fait, c'est souvent ça. Et après, en parallèle de ça, évidemment, on peut être sollicité pour parler de nos travaux auprès des entreprises, du grand public, des émissions de vulgarisation. Moi, dans mon cas, j'ai déjà participé à une émission avec Fred de C'est pas sorcier sur le sujet « Faut-il avoir peur de l'IA ?» C'était une petite participation. En fait, c'était une participation qui mettait en relation plusieurs doctorants de mon équipe en IA avec ceux qui gèrent cette émission. Mais tu vois, en fait, la thèse, c'est pas que non plus ce que j'ai dit, le cycle. En plus de ça, il y a des expériences en plus. Il y a des écoles d'été pour rencontrer d'autres doctorants en IA qui font d'autres choses dans d'autres niches et pour s'enrichir, en fait, de leur expérience. Il y a aussi tout ce qui est tout simplement voyage, mais comme des voyages d'affaires, mais pas voyages d'affaires, voyages de recherche, où on va voir des collègues internationaux pour ensemble y réfléchir à des meilleures idées, à faire des nouvelles expériences et, enfin, je sais pas, nourrir quelque chose qu'on pourrait pas nourrir comme tout simplement à distance. Et bref, c'est tout un écosystème et voilà, c'est à peu près ça le quotidien je pense, d'un doctorant en IA. Okay. Sachant que le temps d'arriver quand même à une idée qui marche, ça peut varier parce que des fois, il y a des idées simples qui marchent et il y a des idées simples qui ne marchent pas du tout, ou il y a des idées compliquées qui marchent rapidement. Enfin, c'est jamais vraiment... je ne peux pas te dire tous les temps de mois tu vas réussir à avoir quelque chose. Par contre, en 3 ans, c'est pour ça que ça dure 3 ans une thèse en général, c'est parce qu'en 3 ans, tu as le temps de trouver, et surtout dans ce domaine-là, parce que les expériences, c'est facile à faire. Tu n'as pas le temps d'attendre d'accès au laboratoire, je répète. Et même les problèmes, genre moi, il y a des personnes qui... Tu peux aussi enseigner, je n'ai pas parlé de ça, mais on peut aussi enseigner. J'ai déjà enseigné plusieurs fois pendant mon doctorat des mathématiques à l'école d'ingénieur. Et en fait, c'est agréable parce que ça fait une sorte de soupape pour la thèse. On fait autre chose comme activité, on fait le cours. Moi, dans mon cas, j'ai fait le cours que j'aurais aimé avoir dans le même cours à l'époque. Parce que j'étais étudiant de ce cours à l'époque. Donc, du coup, là, je suis passé en professeur et je vois tout ce qui n'allait pas et comment le réparer. Donc, c'est hyper agréable. Enfin, bref, il y a plein d'activités. Tu peux aussi faire du conseil en entreprise. Ça va loin, les possibilités vont loin. Et on a la chance en IA de pouvoir faire ça sans trop de problèmes. Et juste un truc, ça arrive aussi qu'on encadre des étudiants pour des projets de recherche. Ça aussi, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai dit, pour la petite anecdote, j'ai une amie en chimie. Elle a déjà eu une étudiante qui lui a détruit 3 mois de thèse parce qu'il a fait une mauvaise manipulation chimique. Oh. Voilà, ça, c'est horrible. Et nous, on n'a pas ça parce que nous, l'avantage, c'est que chacun est sur son ordinateur. Chacun a son propre laboratoire qui est son ordinateur. Et donc, en fait, en général, le stagiaire, il travaille que sur son ordinateur. Et du coup, jamais on pourra avoir de problème. Il a tout effacé, quoi. Ouais. En gros, la thèse, en moyenne 3 ans, beaucoup de conférences, des recherches devant son PC, collaboration avec des collègues, des voyages. Très intéressant. Et si tu devais recommencer quelque chose, tu devais changer quelque chose au début de ta thèse, qu'est-ce que tu changerais ? Franchement, je ne changerais rien parce que j'ai vraiment aimé la façon dont j'ai abordé cette thèse. Je n'aurais pas deviné à l'avance que j'aurais fait ça. Mais honnêtement, dans ce que j'ai fait, je suis plutôt vraiment content. Et donc, je vois pas, là, dans la question que tu me poses, je vois pas vraiment ce que j'irais changer dans cette thèse, en fait. J'aime bien ce que j'ai fait. Super. Et si il fallait donner un conseil particulier à une personne qui veut se lancer aujourd'hui dans la thèse, qu'est-ce que toi, tu conseillerais ? Alors, je lui dirais, déjà, si elle veut être stimulée intellectuellement, si elle n'a pas peur de pas avoir de résultats sur le long terme, et que pour elle, ce qui l'intéresse, c'est vraiment réfléchir à améliorer l'état de l'art pour créer des nouveaux outils à disposition des ingénieurs de demain, il faut qu'elle fonce faire d'une thèse. Mmh. Par contre, si on a du mal avec le fait de ne pas avoir de résultats rapidement, ou que tout ce qu'on veut, nous, c'est appliquer et pas innover, peut-être que là, je dirais plutôt d'aller faire un CDI classique. D'accord, ok. Du coup, on arrive à la fin. J'ai 2 petites questions pour toi avant qu'on se sépare. Quel livre t'as le plus marqué récemment ? Alors là, je vais prendre le livre du laboratoire. Tout le monde l'avait conseillé, je l'ai lu, c'est bon, il est super. Ça s'appelle La Horde du Contrevent. La Horde du Contrevent. De Alain Damasio. Moi qui adore les jeux de mots, c'est super comme livre, donc je ne vais pas spoiler, mais il est super bien écrit et c'est hyper original. Ok, je mettrai les liens en description, vous avez le lien. Et qui aimerais-tu écouter sur ce podcast ? Je dirais Anna Mergui. Anna Mergui, qui est-elle ? C'est une étudiante qui va bientôt commencer une thèse en IA et médecine. Ok. Et elle partage souvent son point de vue sur l'IA et le rapport à l'art sur LinkedIn. Et comme je sais qu'elle est hyper impliquée dans la communauté IA et qu'en plus elle a son point de vue, elle, d'une chercheuse, en fait, d'une future chercheuse dans ce domaine qui est un peu masculin, c'est hyper intéressant, je pense, d'avoir son point de vue. Elle est dans la médecine, c'est ça, santé ? Là, elle est dans la médecine, c'est ça. Ah, ça peut être intéressant, effectivement. Ouais, et donc vraiment, tu auras vraiment le point de vue d'une personne dans ce milieu
Et donc là, moi, je suis un homme. Dans le milieu de l'IA, c'est facile de parler parce qu'on est quasiment que des hommes. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir un point de vue d'Anna sur la question. Voilà. Ça marche, ok. Merci beaucoup, Rony, pour ta participation. Est-ce que tu as un dernier mot à partager pour la fin? Un dernier mot à partager pour la fin. Écoutez, je pense ce que je pourrais vous dire, c'est ne cessez jamais de croire en vous. Je pense que voilà, si vous pensez que vous n'êtes pas au niveau pour quelque chose, que ce soit pour faire une thèse, pour un CDI ou je ne sais pas quoi, croyez-y, tentez, vous n'avez rien à perdre. Super. Merci, Rony, et à bientôt. À bientôt. Salut.